Bonjour, c'est iPodTouch The Pro et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur l'informatique, mais maintenant avec un NAS. Bien sûr, j'ai fait déjà une vidéo concernant les NAS. Alors, comme vous le voyez petit à gauche, c'est concernant un NAS avec 4 disques durs. Donc, avec un autre type de NAS qui était un WD MyCloud. Alors, c'est de Western Digital. Alors, c'est sûr, il y avait beaucoup plus de terabytes dans cette vidéo. Ça l'explique ce que la marque Western Digital faisait au cours de sa configuration. Mais aujourd'hui, on est de retour avec un autre NAS, QNAP. Mais celui-ci, maintenant, a 2B, c'est-à-dire qu'il y a juste 2 places pour mettre des disques durs. Puis ici, je suis accompagné de 2 disques durs identiques de 2 TB chacun, Western Digital. Puis c'est ça, dans le fond, la configuration de ce NAS-là va être beaucoup plus simple. Ça va être au niveau d'un RAID 1. Ça veut dire que les 2 disques vont être en miroir. Donc, une copie conforme, pareil, des 2 disques durs. Fait que s'il y en a un qui brise, eh bien l'autre a 100% des données. Donc, vous avez de la redondance en masse. Alors, je vous ai sauvé l'étape du unboxing là, parce que c'est très simple. C'est dans du papier plastique et c'est dans une grosse boîte. Donc, ici, vous avez les 2 disques durs en question. 2 TB chacun de Western Digital. Alors, c'est bien important que vous ayez les mêmes nombres de terabytes parce que sinon, le principe du RAID ne fonctionne plus. T'sais, si tu veux un miroir, généralement, ton miroir, il doit être pareil des deux côtés. Dans la boîte QNAP, ce qu'on avait, c'est bien sûr le beau petit NAS, le guide d'instruction pour l'installation, le cordon d'alimentation pour allumer le NAS, et il y avait 2 câbles réseau, donc du RJ45 qu'on branche dans le routeur. Alors, le principe du NAS, c'est très simple. Comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, si vous l'avez écouté, je vais faire une brève description. C'est dans le fond du Network Attached Storage. Ça permet d'accéder à tous vos fichiers à travers votre réseau à la maison. Donc, en accédant à ces fichiers-là, eh bien, vous centralisez tout à une place, vous sécurisez vos données à un endroit et vous pouvez même y avoir accès depuis l'externe. Donc, c'est un peu un personnel Dropbox que vous vous montez. Donc, ce qui va être sujet de la vidéo, ça va être l'installation du NAS, comment on le configure, comment on installe les disques, comment on le configure en RAID 1 et finalement, comment on y accède à partir d'un ordinateur Windows. Alors, pour installer le disque dur, les disques durs plutôt, dans le QNAP, c'est un peu différent du Western Digital. Au lieu de rentrer les disques durs direct dedans, on va sortir le B, puis vous allez voir que c'est comme un gros emplacement pour mettre votre disque dur. Alors, vous avez aussi l'emplacement pour mettre un petit disque dur, si bon vous semble, ou un SSD, ou le gros emplacement pour mettre un gros disque dur comme ce dernier. Donc, bien sûr, ça vient tout avec leur kit de vis à l'intérieur du QNAP. Donc, ici, j'ai mes petites vis que je vais sortir. Et par la suite, je vais procéder à l'installation du disque dans le QNAP. Donc, si on regarde à l'intérieur, on peut voir que il faut que le disque dur soit comme ça, le QNAP qui est de même. Donc, théoriquement, ça va juste comme ça. Comme ça, à l'intérieur, quand il rentre, on le visse du bon bord, etc. Anyway, on ne peut pas le visser ses côtés, on peut juste le visser en dessous. Puis quand on regarde, ben, il faut aligner les trous et visser 4 vis par B. Alors, c'est parti. Et voilà, donc si vous auriez eu un SSD, eh bien ça aurait été ces vis-là qu'on aurait vissé. Mais là, puisqu'on n'a pas de SSD, on a des 2 TB, eh bien c'est comme ça qu'on les met. Puis maintenant, il faut juste re-rentrer dans le QNAP les 2 disques durs en levant la petite fente ici, en poussant, et ça clip. Puis on n'a rien d'autre à faire. Donc on met l'autre également. Il n'y a pas d'ordre puisqu'ils ont la même taille, puis c'est comme deux disques durs identiques. Et voilà. Donc, une fois que les 2 disques durs qui sont mis à l'intérieur de notre QNAP NAS, dans le fond, il faut le brancher. Vous avez un port USB en avant de disponible, le bouton Power. Par la suite, si on retourne, vous avez 2 fils réseau et vous avez 2 ports USB également, si vous voulez brancher des disques durs externes, des clés USB par exemple. Puis le Power, c'est là qu'on le branche. Donc, on va le brancher dans l'alimentation ainsi qu'au réseau. Donc, en premier lieu, on branche notre câble réseau directement dans un des 2 ports. Moi, je conseille le port numéro 1.
Donc, c'est là-dedans qu'on le branche. Et par la suite, on branche l'alimentation à la prise de courant. N'oubliez pas que le fil réseau doit être branché sur votre routeur à la maison. Donc, je le branche. Et par la suite, ben, le NAS, il y a des petites lumières qui allument en arrière. Donc, son système d'exploitation devrait commencer à démarrer. Donc, lorsqu'un NAS est branché, c'est important de ne pas trop le bouger puisque les disques durs sont en fonction à l'intérieur. Donc, vous avez le bouton Power ici. On appuie une fois dessus et c'est là qu'il détecte le HDD1 et le HDD2. Dans le fond, le disque dur 1, disque dur 2. S'il y avait un port USB d'utiliser, ben, le USB, il y aurait eu une petite lumière. Le statut est en vert, fait que s'il est en jaune, c'est qu'il y a une alerte. S'il est en rouge, ça veut dire qu'il ne marche pas du tout. Puis le LAN, eh bien, c'est de la connexion Internet. Alors, vous avez vu qu'on avait 2 ports réseau en arrière du NAS. Ça, c'était pour si on avait un deuxième NAS puis on veut les brancher un dans l'autre, eh bien, c'est possible. Ou sinon, avoir de la redondance si vous le branchez sur un autre routeur, etc. Mais généralement, c'est pour mettre 2 NAS puis faire de l'échange de réseau entre ces deux-là. Une fois sur votre ordinateur, bien sûr, ce dernier doit être connecté sur le même réseau que votre NAS pour être détecté. Donc, généralement, à la maison, vous êtes connecté sur un routeur, puis les deux devraient être connectés à la même place. Donc, on a besoin d'un outil pour rechercher notre NAS sur le réseau. Il s'appelle QFinder Pro. Alors, vous tapez ça dans Google. Bien sûr, l'utilitaire est juste compatible pour les QNAP, bien sûr. Donc, on clique sur le premier lien. Ça nous amène sur le site de QNAP. Puis, dans le fond, c'est ça, ça donne les essentiels, tout ça. Puis, un petit peu plus bas, eh bien, on s'en va dans Essentiels. Puis, on voit notre QFinder Pro. Alors, ici, vous l'avez pour Windows, Mac, Linux, soit 64 bits ou 32 bits, et même les Chromebooks. Donc, c'est quand même compatible avec pas mal tous les ordinateurs qu'on peut avoir de nos jours. Vous pouvez même le configurer à partir de votre téléphone mobile, soit iPhone ou Android, via l'application QNAP disponible sur le Play Store ou l'App Store. Alors là, on va télécharger la version Windows puisque je suis sur Windows. C'est une application qui pèse environ 42 MB. Puis une fois qu'il est téléchargé sur votre ordinateur, eh bien, on doit l'installer. Donc, on attend qu'il ait fini le download du EXE et par la suite, on va être prêt à l'exécuter tout simplement en cliquant dessus. Puis là, par la suite, il nous demande une sécurité. On clique sur oui. Alors là, l'installateur commence. On veut ça en français. OK. Alors, suivant, on accepte les termes et les licences sans les lire et on installe QFinder. Et là, on attend que l'installation se termine. Et voilà. Donc, on peut décocher ça pour partager de façon anonyme les informations avec QNAP. Puis, on veut juste lancer QNAP, QFinder Pro finalement. Donc, on appuie sur Fermer. Et là, on attend. Par la suite, la région, ça dit de sélectionner la région, soit globale ou la Chine. Bon, on voit que la Chine est vraiment à part du global. Donc, nous, on va juste s'intéresser à appuyer sur global et cliquer sur OK. Par la suite, ici, le programme est en train de rechercher sur notre réseau les NAS disponibles, si on en a plusieurs, puis il est capable de déterminer s'il y en a un qui est nouveau. Comme par exemple, le pop-up, il a appuyé ici, serveur pas encore initialisé. Donc, il a détecté mon NAS, qui est ce modèle-là, avec l'adresse IP suivante, donc .25, et il dit qu'il n'est pas encore initialisé. Donc, est-ce qu'on veut l'initialiser? On dit oui. Et c'est là qu'il nous amène automatiquement sur Google Chrome à l'adresse IP 192.168.69.25, le port 8080. Donc, ici, on peut modifier la langue pour le français. Et c'est là qu'on veut démarrer pour télécharger les derniers firmware et l'installer automatiquement. Donc ça va juste downloader la dernière version de QNAP. En ce moment, c'est la 4.3.4.0695. Donc, le QNAP va télécharger automatiquement la dernière mise à jour et il va l'implémenter et l'installer dans le NAS. Donc, ceci peut prendre environ, je vous dirais, 5 à 10 minutes. Donc, on laisse télécharger son firmware, on laisse faire sa mise à jour et on revient lorsque la mise à jour est complétée. Donc, une fois qu'il a atteint 100%, ça se peut qu'il ne redémarre pas automatiquement. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre l'adresse IP qui est là, la copier, puis l'entrer dans un nouvel onglet comme ceci. Donc, vous allez sur votre adresse IP. La mienne, c'était 192.168.69.25.
2.8080. Sinon, vous pouvez retourner sur QNAP Finder Pro, double-cliquer et ça va vous amener automatiquement. Donc, une fois qu'on m'amène là-dessus, il se peut aussi que ça vous demande de remettre à jour encore le firmware parce que des fois, il faut passer par un firmware pour en mettre un autre. Donc, vous faites juste recliquer, OK, mettre à jour encore, puis il va se mettre à jour. Puis une fois qu'il est vraiment tout à jour, on est rendu à initialiser notre NAS directement. Donc, on clique sur démarrer le guide d'installation intelligent. Alors là, on arrive dans cette interface-là qu'il faut définir le nom du NAS, qu'on peut appeler NAS, par exemple, si vous en avez juste un, sinon NAS maison ou NAS, peu importe. C'est vous qui décidez. Alors, le mot de passe, vous décidez quel type de mot de passe que vous voulez. Donc, mettons, vous pouvez mettre le mot de passe que bon vous semble. Et par la suite, on fait suivant. Par la suite, ça demande le fuseau horaire. Donc, bien sûr, moi, je suis au Canada. Puis, on peut le faire synchroniser avec un pool NTP. On peut sélectionner un autre Network Time Protocol si vous voulez. Sinon, c'est ça. Vous avez juste à mettre le temps qui est directement là. Puis, ça se peut qu'il y ait des pools NTP qui ne fonctionnent pas par défaut. C'est pour ça qu'on a la possibilité de le modifier. Donc, ça, c'est juste pour avoir la synchronisation de l'heure pour que le NAS ait toujours la bonne heure. Donc, on va faire suivant, une fois que vous avez donné votre fuseau horaire. Par la suite, ici, il vous demande si vous voulez configurer votre adresse IP, soit automatiquement en DHCP ou en statique. Quand vous faites DHCP, ça va le laisser avec l'adresse IP qui est ici. Alors là, moi, c'est .25, par exemple, 69.25. Donc, on peut le laisser en DHCP, mais si vous avez beaucoup d'applications de connectées, que vous avez toujours des applications qui se connectent sur votre NAS, plusieurs ordinateurs en réseau, ce serait mieux de le mettre en statique. Donc, en statique, ça veut dire qu'il va toujours garder cette adresse IP-là, peu importe ce qui arrive. Alors, moi, je peux le laisser en DHCP, ça ne nous dérange pas pour le moment. Donc, par la suite, on fait suivant. Ici, vous avez la possibilité de soit dire qu'on veut que ça soit compatible Mac, Linux ou pas Windows, on veut juste que ça soit Mac, etc. Donc, il en faut minimum un qui soit coché. Donc, si vous voulez que ça soit compatible autant pour les Windows, les Mac, les Linux, eh bien, le NAS, quand il va s'initialiser, il va modifier son environnement pour que ça soit plus compatible pour ces appareils-là. Si vous avez aucunement Linux, eh bien, vous pouvez décocher Linux pour que ce soit juste compatible Windows puis Mac, par exemple. Alors, on peut cocher les trois, comme ça, il va être compatible pour les trois. Donc, moi, je vais juste le laisser qu'il soit compatible pour Windows puis Mac. Puis, c'est tout, dans le fond. Après, on fait suivant. Et là, on a un résumé de tout ce qui va être ici. Donc, on voit que la date et heure est bon, le réseau, les services, etc. Donc, on fait appliquer. Et là, c'est là qu'il va configurer tout le NAS, qui va appliquer les paramètres, qui va l'initialiser. Puis après, on pourra regarder comment on configure nos disques pour les mettre en RAID pour qu'ils soient en miroir. Alors, une fois qu'il est terminé d'initialiser le NAS, eh bien, un redémarrage s'effectue. Donc, normalement, on n'a rien à toucher. Il est en train de redémarrer le service de NAS, puis il redémarre le NAS. Et voilà, ça dit félicitations, tout est fait. Et là, c'est là qu'on peut accéder à la gestion du NAS. Et c'est là qu'on rentre notre nom d'utilisateur ainsi que notre mot de passe, puis qu'on fait se connecter. Et voilà, puis là, ça utilise que, dans le fond, vos données sont privées, blablabla. On dit c'est beau, on dit j'accepte ou continue. Puis là, il load l'interface du NAS. Et c'est là qu'on rentre directement dans le système de configuration. Donc, en haut à gauche, il nous dit que c'est le main menu pour accéder aux applications, que ça, c'est le Control Panel, ça, c'est le App Center. Ici, c'est là que tu t'en vas voir tes solutions d'admin. Puis là, c'est toute une grosse interface. Puis là, il dit, voici les storage et les snapshots. Donc, on peut voir ici qu'il nous recommande de faire des volume 10 ou sinon des storage pools. Bref, ça, c'est toute la manière que vous voulez faire vos RAID, etc. Donc, on peut faire Next. Fait que là, ça dit le storage pool, comment que les blocs s'y font. Ils font des beaux petits graphiques pour nous montrer comment ça fonctionne.
Fait qu'on peut faire Next. Par la suite, les Snapshot Manager, on peut aller dans les Snapshot Manager pour retourner à des dates antérieures. Puis ça l'explose. Puis là, on peut faire Finish. Et c'est là qu'on est rendu avec notre système de configuration. Donc là, pour bien se retrouver, on va fermer le tout. Alors, on ferme ça ici en haut à droite. On peut fermer ça aussi. Dire OK à ça. Puis le Help Center, on peut fermer ça. Donc, on se retrouve vraiment dans l'interface du NAS. Alors, maintenant que j'ai mis le système en français, donc on voit panneau de contrôle, le File Station, la station de fichiers, stockage et snapshot, etc. Donc, nous, on veut créer notre système RAID. Donc, il faut aller dans le stockage en cliquant sur ce bouton-là. Rendu dans le stockage, on a la petite information qui nous expliquait tout à l'heure. On fait ignorer. Donc, ici, on voit notre disque 1 quand on appuie dessus. Bon, il est en bon état, sa température, etc. Et par la suite, quand on va voir le disque 2, eh bien, il est en bon état. Il détecte les deux disques durs. Fait que ça, c'est la première étape de voir les deux disques durs. Une fois que ça c'est fait, on n'a aucun volume en ce moment. Donc, il faut créer un volume pour pouvoir utiliser le NAS. Alors, ici, on peut appuyer sur le bouton comme un disque dur avec un logo de plus. Et là, on atterrit dans l'assistant de création de volume. Donc, ici, c'est là que vous décidez si vous voulez que ce soit un volume statique, un volume lourd ou un volume léger. Donc, les volumes lourds, volumes légers, c'est si vous voulez séparer vos RAID en plusieurs parties, puis que vous avez beaucoup de disques durs, puis que vous voulez prendre des snapshots. Vous prenez les volumes lourds, les volumes légers. Dans le fond, des snapshots, c'est pour revenir à des moments précis. Ce que je conseille plus pour ce genre d'application-là, c'est quand vous utilisez des machines virtuelles avec le QNAP. Alors, si vous voulez vous servir du NAS pour une machine virtuelle comme Linux ou Windows qui va être implémentée dessus, vous utilisez ça. Si vous voulez seulement faire un partage de fichiers puis que ça soit un simple NAS, eh bien, on prend le volume statique. Dans le fond, le RAID va être un gros RAID puis le static volume va être un gros volume. Fait que les deux disques durs peuvent être fusionnés ensemble. Donc, on fait ça, on fait suivant pour un volume statique. Par la suite, on voit nos deux disques de 2 TB chacun. Donc, on peut cocher un disque si on veut juste initialiser un disque ou les deux disques. Alors, quand on coche les deux disques, les types de RAID, ils commencent à se choisir ici. Alors, bien sûr, le RAID 5, on ne peut pas l'utiliser puisque ça prend 3 disques durs minimum. Même chose pour le RAID 6, RAID 10, etc. Donc, on a le choix entre RAID 0 et RAID 1. RAID 0, je le déconseille fortement. Ça, c'est ce que ça va faire, c'est que au total, vous allez avoir 4 Tera pour utiliser le RAID 0. Parce que les deux disques durs vont être comme tes datas vont être splittés dans les deux disques durs, donc tu auras un total de 4 Tera. Mais si un des deux disques durs brise, eh bien, tu perds toutes tes données. Alors que le RAID 1 est beaucoup plus sécuritaire, ça fusionne les deux disques, donc au lieu d'avoir 4 Tera, ben, tu as 2 Tera au total. Comme ça, tu as un miroir, une copie miroir entre tes deux disques. Comme ça, c'est un disque plante, eh bien, tu enlèves le disque dur, tu en mets un nouveau, et le RAID 1 va recopier en miroir le disque dur. Donc, on sélectionne RAID 1. Par la suite, on fait suivant. On peut y donner un alias de volume, dans le fond, un nom. Alors, je peux l'appeler DataVol1. Je vais le laisser par défaut. Ça dit la capacité de volume. On va avoir 1.8 TB au total, donc 2 Tera. Puis par la suite, l'octet par inode, ça, tu le laisses par défaut. Dans le fond, on laisse toujours ça par défaut. Ça dépend du taille de maximum de volume qu'il peut avoir. Donc, ça, on le laisse de même. Puis dans les paramètres avancés, si vous voulez crypter votre disque dur, eh bien, vous avez la possibilité ici de mettre un mot de passe, puis toutes vos données sur votre disque dur vont être cryptées. Par contre, quand vous cryptez, eh bien, l'accès aux données va être beaucoup plus long. Puis si vous voulez mettre ça dans un autre NAS, eh bien, ça ne va pas trop être compatible. Fait que si vous tenez à vos données, puis que s'il arrive de quoi vous voulez les récupérer, eh bien, je vous conseille de ne pas cocher cryptage finalement. Fait qu'on va le laisser comme ça. Le seuil d'alerte, ça, c'est juste que s'il arrive à 80% de son utilisation de disque, eh bien, ça va vous envoyer un courriel ou ça va le mettre dans le système d'alerte de notification en haut à droite. Donc, on est prêt à faire notre RAID, on fait suivant.
Donc là, ça fait un petit résumé. On fait un RAID 1. Ça va s'appeler DataVol 1. Il y a une capacité de 2 Tera et pas de cryptage. Donc, on est prêt à commencer. Donc, on appuie sur Terminer. Et bien sûr, ça dit toutes les données sur les disques durs sélectionnés vont être effacées. Fait que assurez-vous avant de mettre des 2 Tera dans le NAS qu'il n'y a plus rien sur les disques durs parce que tout va être formaté. On appuie sur OK quand on est sûr de notre coup. Et là, c'est là qu'on entend le chargement. La création du RAID peut prendre plusieurs minutes. Donc là-dessus, on va le laisser rouler. Ça va travailler pendant un petit bout. Puis lorsque ça va être prêt, eh bien, je vais revenir pour vous montrer la suite des choses. Une fois que le chargement est terminé, ça va dire que le volume data vol 1, le nom de votre volume, est en cours de création. Puis lorsque le volume va être prêt, on peut aller dans le File Station, commencer à créer nos dossiers de partage, etc., etc. Donc, on peut appuyer sur Fermer. Ici, on voit que le data vol 1 est en train de se créer. Puis dans la section État, c'est très important d'attendre qu'il ait terminé toutes ses initialisations, puis de préparer correctement le RAID avant de pouvoir commencer à mettre des données dessus et tout. Comme ça, on part vraiment sur une bonne base lorsqu'il est vraiment prêt et qu'il a terminé son optimisation. C'est là qu'on peut aller dans le File Station pour pouvoir commencer à créer nos dossiers de partage, commencer à mettre des fichiers dessus, puis le connecter dans Windows, etc. Donc, une fois complété, là, il fait juste sa synchronisation en cours. Donc, on est prêt à créer nos dossiers de partage directement dans le File Station. Donc, on peut fermer ça en haut à droite. On a par la suite le File Station. Et c'est là qu'on gère tous nos dossiers. Donc, par la suite, il y a directement un dossier Homes, un autre qui est Homes. Par la suite, Public. Il y a toujours, dans le fond, une corbeille dans chaque répertoire. Puis, on a Web, dans le fond, qui se crée par défaut. Fait que ça, c'est le DataVol 1, qui est le nom de notre volume. Puis c'est là-dessus que vous pouvez créer des dossiers de partage. Par exemple, ici, on peut créer un répertoire ou un dossier de partage. Puis là-dessus, c'est là qu'on pourra avoir accès directement depuis notre ordinateur Windows. Alors, si on clique sur Dossier de partage, on doit mettre le nom du dossier. Par exemple, NAS. Par la suite, un commentaire, on va mettre NAS également. Le volume du disque, eh bien, on le veut sur ce volume-là. Puis, on peut y spécifier un chemin manuellement, si on veut, ou sinon automatiquement. Moi, je le laisse toujours automatique. Et c'est là que vous pouvez gérer les utilisateurs. Qui aura accès à ce dossier-là? Puis c'est là qu'on va dans Éditer. Puis là, on a juste un user présentement. On a juste admin. Puis c'est là qu'il y a le droit par la suite en RW, qui veut dire Read, Write en anglais. Donc, vous cochez ça si vous voulez qu'il puisse écrire et lire. Sinon, on a le RO, qui est le lecture seule, le Read Only. Fait que si on coche ça, eh bien, la personne pourra seulement pouvoir accéder au fichier, mais elle ne pourra pas écrire dessus. Puis, si on met Deny, eh bien, ce user-là n'a strictement pas le droit d'accéder à ce dossier de partage-là. Fait que nous, on va le mettre en RW pour qu'on ait tous les accès sur notre dossier de partage NAS. Alors, une fois qu'on est ici, on peut... les droits des invités, ça, c'est si quelqu'un est un invité qui n'a pas de nom d'utilisateur, on refuse l'accès parce qu'on veut quand même sécuriser notre dossier NAS qu'on crée. Par la suite, ici, on a beaucoup d'options qu'on peut activer la corbeille de réseau. Ça, c'est si on supprime de quoi, eh bien, ça s'en va dans cette corbeille-là. Activer Windows, les versions antérieures, ça, c'est, admettons, vous modifiez un fichier, eh bien, ça va garder les versions précédentes de ces fichiers-là. Fait que ça, on le laisse activer. On peut crypter ce dossier-là en question. Moi, je ne le conseille pas. On va le laisser décocher. Puis, on en a plein d'options, là. Fait que, on les laisse par défaut. Puis, par la suite, on clique sur « Créer ». Et là, il est en train de créer notre dossier de partage. Et voilà, on va avoir un nouveau dossier ici qui s'appelle NAS. Puis là, il n'y a rien, évidemment, dedans. Puis là, c'est là qu'on peut créer des dossiers pour l'appeler, mettons, test. Un autre que je vais appeler, mettons, backup. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a notre NAS, on a tous nos dossiers. On est prêt à y accéder à partir du réseau.
Donc, pour s'y faire, on s'en va dans l'Explorer, ici. Donc, je vais baisser ça en arrière. Ça, c'est mon Explorer de Windows. On peut aller dans Network pour voir tout ce qui est à travers de notre réseau. On voit notre NAS ici. Mais moi, ce que j'aime vraiment mieux, c'est d'y aller en écrivant l'adresse IP directement en haut. Donc, on peut faire // 192.168.69.25. Et là, ça nous demande de rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, qui est notre admin puis notre mot de passe. Puis là, on fait Enter. Et voilà, on voit tous les dossiers qu'on voit directement dans le NAS ici, du côté gauche. Alors, c'est sûr qu'on peut en supprimer si on n'aime pas, mettons, avoir ces dossiers-là. On peut les supprimer, on peut les ajouter aux favoris, faire plein de trucs. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre partie NAS. Fait que là, notre NAS, il est en haut à droite. Puis si vous voulez le connecter en tant que lecteur réseau, faites juste un clic droit, puis vous faites connecter en tant que lecteur réseau, ou en anglais, Map Network Drive. On appuie là-dessus. Fait que moi, je vais le mettre en tant que Z ou Y, on décide ce qu'on veut. Puis là, on laisse ça en Reconnect at Sign In, puis on fait Finish. Et là, à partir de ce moment-là, on a accès à notre backup, notre test. Puis quand je reviens sur ce PC, eh bien, on a notre réseau de 1.7 TB au total. Fait que notre RAID 1 est maintenant un partage réseau. Fait qu'à l'intérieur de tout ça, moi, je suis admin, donc j'ai accès à modifier. Par exemple, je veux renommer test par test 2. J'ai le droit, je peux créer des nouveaux dossiers. Salut. Eh bien, c'est là-dessus qu'on peut tout gérer. Puis notre corbeille, bien sûr, elle va être ici. Fait que la corbeille, à chaque fois que vous supprimez quelque chose du NAS par ici, il va automatiquement aller à l'intérieur de cette corbeille. Puis quand on transfère des fichiers, par exemple, je transfère un fichier ici, je le copie. Il se transfère en réseau, ça copie très vite à 112 MB/s. Fait que c'est du gigabit. Et boum, il est rendu là-dedans. Puis là, notre fichier qui faisait à peu près 1 gig est rendu dans le NAS. Fait que quand on revient ici, puis qu'on réactualise ça, fait qu'on s'en va dans Home, puis on retourne dans NAS, eh bien, on voit notre fichier qui est directement à cet endroit. Donc, c'est comme ça qu'on crée des dossiers de partage. Si vous voulez en faire d'autres, ben, c'est le même principe. On s'en va dans le DataVol 1, puis on peut créer d'autres dossiers de partage directement là, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Par ici, dossier de partage. Pour créer des utilisateurs, il faut aller dans le panneau de contrôle en haut à gauche. Par la suite, vous avez le panneau de contrôle ici. Donc, vous avez les paramètres généraux, etc. Nous, on veut aller dans Utilisateur. Puis dans Utilisateur, c'est à cet endroit-là qu'on crée nos utilisateurs pour avoir accès à certains dossiers partagés et d'autres non. Donc, par défaut, on a Admin, qui est l'administrateur, qui est le compte que je vous ai parlé tantôt. Et ici, on peut créer un utilisateur. Alors, par la suite, on peut y mettre une petite image, une description, un nom, par exemple, Alex. On y met un mot de passe. Par la suite, on peut y mettre un numéro de téléphone ou autre. Ici, on peut créer des groupes d'utilisateurs comme le groupe Everyone ou administrateur. Bref, on peut créer des groupes utilisateurs, puis ce groupe-là aura le droit à avoir certains privilèges ou non. Sinon, en dessous, on a les permissions du dossier partagé. Par exemple, le dossier ici qu'on a créé, NAS, on peut y dire qu'il n'y a pas accès, on y refuse l'accès. On peut y dire, ah, ben toi, tu as le droit d'utiliser le NAS, mais les autres, je veux vraiment pas que tu aies accès aux autres dossiers. Ou sinon, le NAS, je veux juste que tu aies accès à lire ce qu'il y a dessus, à aller chercher les informations, mais tu ne peux pas modifier ni écrire. Donc, on peut créer des accès dépendamment des utilisateurs que vous créez dans le NAS. Puis lorsque vous le connectez dans le Windows, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est juste que vous rentrez un différent nom d'utilisateur et mot de passe, puis cette personne aura les droits que le NAS lui a attribués. Donc, à partir de ce moment-là, on peut créer l'utilisateur. Mettons que j'ai dit qu'il a le droit en lecture et écriture. On crée l'utilisateur ou juste avant, juste vous montrer qu'il peut avoir aussi des accès au réseau, comme il n'y aura pas le droit à avoir accès au FTP. Bref, vous pouvez décider les privilèges d'application. Et là, on clique sur Créer. Puis là, il est en train de créer notre utilisateur en question dans le NAS et il atterrit là, tout simplement. Puis à partir de là, ici, on peut changer le mot de passe, modifier ses permissions, etc.
Lorsqu'on a un NAS, la plupart du temps, on ne peut pas savoir si notre NAS fonctionne bien ou qu'il y a des erreurs. Et le moyen le plus simple, c'est d'aller sur l'adresse IP à chaque fois, puis de regarder sur le petit i en haut à droite, puis de regarder si on n'a pas des erreurs ou des avertissements, etc., etc. Moi, ce que je conseille, c'est qu'on peut recevoir des courriels directement de notre NAS à notre adresse courriel personnelle pour nous dire, nous indiquer qu'il y a une erreur présentement. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le panneau de contrôle, puis vous avez le centre de notification ici. Donc, on appuie dessus, puis le centre de notification nous permet de nous envoyer des courriels selon des événements survenus. Donc, bienvenue au centre de notification. On peut fermer ça. Voulez-vous l'avoir au prochain démarrage? Non, merci. Et là, ici, c'est ça que vous pouvez avoir des notifications. Donc, moi, c'est vraiment les notifications d'alerte qui m'intéressent le plus. Sinon, les notifications d'événements, également, on peut relactiver. Donc, commencez à configurer. Alors, ici, on peut nommer la règle notification par courriel, par exemple. Et on veut nous avertir pour tous les messages d'avertissement, toutes les erreurs. Puis les informations, on peut décider aussi si on les veut. Alors, ça, c'est si vous voulez juste avoir les informations. Ça, c'est par exemple, quelqu'un a créé un utilisateur. Par la suite, on a modifié tel utilisateur avec tel accès au réseau, etc. Fait que si vous voulez vraiment tout avoir, eh bien, vous cochez tout. Par la suite, vous pouvez décider entre quelle heure et quelle heure vous voulez recevoir les événements survenus. Moi, je le laisse tout le temps. Suivant. Par la suite, on peut décider soit par SMS ou tout ça, mais c'est compliqué un petit peu à configurer. Moi, je conseille vraiment par courriel. Et c'est là qu'on doit ajouter un service SMTP. Ça, c'est bien sûr, c'est pas QNAP qui va vous envoyer un courriel. C'est soit votre Gmail, votre Yahoo, votre Outlook, par exemple. Alors, moi, je vais appuyer sur Outlook, puis on doit rentrer une adresse courriel. En cliquant dessus, ça nous ouvre une belle petite fenêtre qu'on doit mettre notre courriel. Alors, vous rentrez votre courriel, vous faites Next. Par la suite, vous rentrez votre mot de passe. Et là, ça dit que dans le fond, QNAP veut avoir accès à votre profil, envoyer des courriels de vous, puis c'est ça, d'avoir accès directement au Notification Center. Donc là-dessus, on va cliquer sur Yes pour qu'on y donne accès à totalité. Donc, j'ai mon courriel ici, fait que ça va envoyer de cette adresse courriel-là. Puis à droite, c'est le destinataire. Donc, à quel courriel que vous voulez l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer à vous-même, bien sûr. C'est très correct de le faire comme ça aussi. Fait que c'est comme ça qu'on envoie une notification. Puis par la suite, ben, vous pouvez décider le champ de l'objet, notification du NAS, par exemple. Ou sinon, vous le laissez par défaut, puis eux, ils vont s'assurer de mettre un objet qui est en lien avec le problème. Donc, ensuite, on fait suivant. Puis là, c'est là qu'on envoie les informations, les avertissements, les erreurs de tel courriel à tel courriel et on fait terminer. Puis c'est là qu'il est en train de tout setuper et on a maintenant une règle de notification qui nous envoie de tel courriel à tel courriel. Puis vous pouvez créer plusieurs autres règles aussi si vous voulez juste les avertissements. Vous pouvez décider que les erreurs, j'ai vu à une autre adresse courriel. Et là, c'est le même principe. Vous pouvez prendre le courriel que vous avez créé de destinataire puis décider que vous l'envoyez à un autre, etc., etc. Donc, c'est bien d'important d'activer la section notification dans un NAS. Pour activer l'accès à distance, si vous n'êtes pas à l'intérieur de votre réseau interne pour accéder au NAS, vous devez vous créer un compte chez QNAP pour pouvoir y accéder à distance. Donc, pour ce faire, on va aller dans le QSync Central, juste là. Une fois qu'on est à l'intérieur, il faut descendre un petit peu plus bas. On peut installer une application de QSync. Par la suite, accéder aux fichiers à partir de soit un Apple ou un Android en installant l'application QSync sur l'App Store ou sur le Play Store. Puis, on peut gérer les fichiers QSync. Mais la synchronisation via Internet, c'est par le MyQNAP Cloud. Donc, on clique là-dessus. Par la suite, ça va apparaître cette petite interface-là qu'il faut tout créer notre compte QNAP. Puis ensuite de ça, il faut configurer la connectivité de réseau du routeur, faire un Cloud Link, avoir le DDNS, etc. C'est quand même un petit peu compliqué, mais une fois qu'il est bien setupé,
tout est bien fait. Donc, premièrement, il faut faire la prise en main. Ça va nous demander de créer un QNAP ID. Donc, on clique sur Démarrer. Je n'ai pas de QNAP ID. Ça nous amène sur le site officiel. Vous pouvez soit vous connecter par Google ou Facebook ou sinon mettre votre nom, votre email adresse, votre mot de passe, puis que vous êtes 16 ans et plus. Vous créez votre compte, puis une fois que votre compte est créé, vous mettez votre QNAP ID, votre mot de passe, et par la suite, le QNAP va être connecté sur le web. Donc, la connectivité réseau ici, bien sûr, votre routeur, il faudra rediriger le port UPnP vers votre QNAP. Donc, votre routeur, il faut que vous ayez accès à la console administrative de votre routeur pour pouvoir effectuer cela. Mais bref, c'est tout par ici que vous pouvez avoir accès d'un stockage externe si vous voulez avoir accès depuis l'externe à votre NAS. Sur le QNAP, il y a beaucoup d'applications disponibles. Il faut aller dans le App Center pour ceci. Donc, dans le App Center, vous pouvez installer énormément d'applications. Donc, ici, ils disent « Bienvenue dans l'App Center ». Ils nous montrent comment les installer, blablabla, terminé. Ne plus afficher la prochaine fois. Donc, dans le App Center, vous avez énormément d'outils que vous pouvez installer. Donc, admettons, vous voulez aller dans des outils de sauvegarde, par exemple, que ça va synchroniser avec d'autres systèmes de sauvegarde en ligne. Vous voulez le synchroniser avec votre OnCloud, etc. C'est tout ici que vous installez en cliquant sur « Installer les applications ». Pour les entreprises, il y a d'autres applications, les gestionnaires de contenu, les communications, tu en as plein, là, des outils de développement, des stations de download si vous voulez que votre NAS devienne une station de téléchargement, le divertissement, le fameux Plex Media Server, si vous voulez l'installer, c'est par ici, on clique sur installer puis ça s'installe. De la surveillance, si vous avez par exemple un DVR avec des caméras d'enregistrement chez vous, eh bien, il y en a qui sont compatibles avec les QNAP, des utilitaires, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles directement pour être compatibles, puis même des anti-malware si vous en voulez directement dans votre NAS. C'est sûr que plus vous installez d'applications sur votre NAS, plus votre NAS va ralentir parce que ça a quand même une limite, le NAS. Si on va voir, par exemple, dans le panneau de contrôle, vous avez juste en haut la mémoire. Moi, j'ai 1 GB de RAM, c'est un double cœur à 1.7 GHz. Donc, plus vous installez d'applications, plus votre NAS va avoir peut-être des bugs et peut-être même des ralentissements. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'installer le moins possible d'applications. Vous installez seulement ceux que vous voulez vraiment avoir. Puis le reste, ben, ça peut laisser faire, là, tout simplement. Sur le site officiel de QNAP, on a d'autres utilitaires aussi. On a vu notre QFinder Pro au début pour identifier où notre NAS sur le réseau, puis pouvoir le voir en temps réel. Si on a plusieurs NAS, ça s'affiche selon cette liste-là. Par la suite, il y a d'autres applications. On a parlé tantôt du MyQNAP Cloud Connect. Ça permet d'avoir accès à notre NAS directement par Internet. Puis cette application-là le rend plus sécuritaire parce que ça le connecte avec un VPN. Donc, la connexion entre votre ordi et votre NAS est sécuritaire. Donc, vous pouvez passer par cette application-là qui est uniquement compatible Windows si vous ne voulez pas y aller par une interface web. Par la suite, il y a QSync. Celui-là est vraiment intéressant, qui est compatible Windows, Mac puis Linux. QSync est comme un peu un Dropbox. Dans le fond, vous installez l'application sur votre ordinateur et ça permet de backuper, par exemple, votre bureau, vos mes documents, vos mes images directement dans le NAS sans que vous vous posez de questions. Donc, vous l'installez, vous décidez quel dossier vous voulez synchroniser, puis vous décidez votre bureau, par exemple, et bien tout ce qui est sur votre bureau va automatiquement se synchroniser sur le NAS. Donc, vous avez votre ordinateur qui va être backupé en temps réel. Et il y a d'autres applications aussi qui sont pas mal plus juste compatibles Windows, puis qui sont un peu plus avancées, comme NetBack Replicator. Par exemple, il y a le External RAID Manager. Bref, il y a beaucoup d'applications, mais les plus intéressantes sont vraiment le QSync pour la synchronisation, puis le MyQNAP Cloud Connect pour se connecter en VPN de façon sécuritaire à son NAS. Une fois que vous avez tout configuré votre NAS à votre manière, avec tous les utilisateurs, vos applications, avec beaucoup de réglages, vous avez mis beaucoup de temps dessus, eh bien, je vous recommande fortement de sauvegarder
le fichier de configuration de votre NAS. Alors, pour s'y faire, il faut aller dans le panneau de contrôle. Par la suite, il faut aller dans configuration du système. Et dans configuration du système, on a les réglages du système de sauvegarde. Donc, on a juste à cliquer sur sauvegarder et ça va télécharger localement sur votre ordinateur un fichier .bin qui est comme ceci, NAS Settings, avec la date d'aujourd'hui. Eh bien, ce fichier-là, vous le gardez précieusement parce que si vous resettez votre NAS ou que vous le recommencez de zéro puis que vous ne voulez pas tout vous retaper les reconfigurations, eh bien, vous avez juste à mettre ce fichier-là ici dans la même section. Vous faites parcourir, vous allez le chercher et par la suite, vous cliquez sur Restaurer puis tous vos paramètres de votre NAS vont revenir tels qu'ils l'étaient. Alors, j'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche en bas à droite si vous voulez recevoir des notifications. Puis, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, que ce soit sur des téléphones, que ce soit sur des NAS, que ce soit sur l'ordinateur, bref, peu importe, faites-moi en part dans les commentaires de la vidéo. Puis, il me fera plaisir de regarder vos commentaires puis de me donner des idées à faire des vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.